Bonjour, enchantée, je suis l'avocate de Nicolas Sarkozy. Ah, c'est vous qui le défendez pour son affaire? Laquelle? Celle des financements de sa campagne? Les fausses factures de Big Million pour 2012 ou là, les financements illégaux pour 2007? Bah, la personne qui lui a donné de l'argent pour sa campagne en 2007? Qui? Bettencourt ou Kadhafi? Bah, Kadhafi. Kadhafi, d'accord. Oui, d'accord. Vous voulez pas Karachi aussi? Parce que j'ai Karachi aussi. Ça commence à faire beaucoup l'affaire là pour Sarkozy. Ça, plus l'affaire où il se faisait appeler Paul Bismuth. Enfin, moi je l'appelle Houdini. Pourquoi? Même pieds et poignets, il arrive toujours à s'en sortir. Bah, finalement, c'est un peu un magicien. Non, c'est différent, un magicien, ça c'est disparaître. Concernant ces histoires de financement libyen, il avait déjà été auditionné par la police. Oui. Et là, ils l'ont fait revenir. Oui. Bah, vous connaissez la différence entre lui et sa femme? Non. Eh ben, c'est que lui, après une audition, le rappelle. Pardon, faut couper ça. Depuis le temps, le juge, il a toujours pas vu de preuves pour faire incarcérer Nicolas Sarkozy? Ah bah, vous allez pouvoir lui parler parce qu'elle arrive. C'est la juge? Oui, oui. Ça fait longtemps qu'il est juge. Non, pas très longtemps, parce que c'était la chirurgien esthétique de Rachida Dati. On est là? Et tous ces gens-là qui s'acharnent sur Nicolas Sarkozy, Oui, au bout d'un beaucoup moment, d'acharnement. c'est pas comme tirer sur une ambulance, hein. Non, une ambulance, hein, excusez-moi là, quand même. Pardon, mais là c'est plutôt le faucon de la Brinks. Et aux dernières nouvelles, Nicolas Sarkozy, maintenant, il bosse pour les hôtels Accor. Ah bah ça lui va bien, lui qui a toujours été doué pour endormir les gens. Vous avez vu Nicolas Sarkozy s'exprimer sur TF1? Évidemment, je suis son avocate. Il a fait une excellente audience, plus de 7 millions de personnes qui l'ont regardé. Oui, on est fiers. Nicolas Sarkozy, il fait autant d'audience qu'un match de foot du PSG. Oui, bah ça tombe bien, les deux sont sponsorisés par le Qatar. On a surtout l'impression que Nicolas Sarkozy passe son temps à nous baratiner. Oh bah je vais vous dire, si à chaque mensonge son nez s'allongeait actuellement, tout en ayant les pieds à Paris, il piquerait les culs à Tahiti. Comment vous pouvez encore prouver que Monsieur Kadhafi n'a pas donné d'argent pour la campagne de Nicolas Sarkozy? Mais soyez sérieux 2 secondes. Kadhafi, il est réputé pour quoi? Pour tuer des gens, pour faire exploser des avions. Bah vous croyez franchement qu'il aurait financé ça? Ceux qui veulent changer le monde. Venez marcher, venez chanter. Bah soyez sérieux quand même, vous couperez pas ça. Nicolas Sarkozy, quand il était président, il a quand même reçu Monsieur Kadhafi, Monsieur Bachar al-Assad et plein d'autres. Oui, oui. Bah il a reçu plus de terroristes que Jawad. Hein. Et c'est vous qui avez défendu Jawad aussi? Oui! C'est à cause de vous qu'il est libre? C'est grâce à moi. Il paraît que Jawad, il reloue déjà son appartement? Oui. Il a même rajouté un truc sur les photos de l'annonce. Ah oui, ça cartonne. C'est quoi? Il a rajouté vue à la télé. S'il le reloue son appartement, il doit faire vachement gaffe à qui il le loue. Ah bah il fait très attention bien sûr, mais là il est très rassuré, il l'a loué en noble. Ah ouais? Oui, un Xavier Dupont de Ligo de je sais pas trop quoi. Il est bien, un célibataire, sans femme, sans enfant, il y aura pas de problème. Jawad, la prison, ça a dû vachement le changer. Bon évidemment, oui, ça lui a fait quelque chose, ça lui fait bizarre. C'est la première fois qu'il dormait sur le même lieu que des terroristes sans avoir le double des clés. Vous avez vu, la scène est encore en crue. J'ai pas vu autant de liquide depuis les mallettes de Nicolas. Quand Monsieur Kadhafi a annoncé qu'il avait financé la campagne de Nicolas Sarkozy, 4 jours après, on bombardait la Libye. Oui, et bah ça prouve bien que la France doit améliorer sa vitesse de frappe. Mais attendez, c'est quand même pas Nicolas Sarkozy qui a appuyé sur le bouton. Ah non, non, le bouton était trop... Il a demandé à quelqu'un de le faire. Et encore heureux que Liliane Bettencourt ait rien dit. Pourquoi? Ah bah parce que sinon Neuilly était rasé dans la minute. À propos de la Libye, oui. Il y avait les histoires de la vente d'esclaves en Libye. Est-ce que la France, elle a fait quelque chose? Bah oui, elle en a acheté 3. Si Nicolas Sarkozy va en tôle, ce sera le premier président à être sanctionné? Ah bah non, Chirac, il a eu Bernadette. Enfin, si la justice commence à faire son travail, tous les politiques vont aller en tôle. Vous couperez quand même. Vous voulez une petite anecdote hein? Ouais, bien sûr. Bon. Bien, le père de Nicolas Sarkozy, vous savez ce qu'il a dit quand Nicolas Sarkozy est venu au monde? Non. Eh bien, il a dit franchement, à force de faire de la peinture, je me disais bien que j'allais faire une tâche. Entre nous, ça veut dire qu'il n'y a aucune chance que Nicolas Sarkozy aille un jour en prison? En pris quoi? En prison. Donc il va continuer de coûter 3 millions d'euros par an aux Français? Mais écoutez, si les Français voulaient que ça s'arrête, ils arrêteraient de payer leurs impôts. Mais s'ils arrêtent de payer leurs impôts, c'est eux qui iront en prison. Le système est quand même bien fait. Vous trouvez pas? Et ça, vous n'y couperez pas. Sarko, oh oh, Sarko à l'Élysée, oh, Sarko, oh oh, c'est tout ce qu'il nous faut. Et je donne maintenant la parole au représentant de la République arabe syrienne. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je me félicite de la présence du secrétaire général en ces moments très importants de l'histoire et du Conseil de sécurité. Le secrétaire général, dans son allocution d'hier, a mentionné que la guerre froide était de retour. C'est exact. Nous sommes tous d'accord avec l'exactitude de ces propos. Il convient de se rappeler en cette occasion
à ceux qui ont relancé la philosophie de la guerre froide. Évidemment, nous nous souvenons tous qu'à la suite de l'effondrement de l'ex-URSS, des livres d'une personne nommée Francis Fukuyama ont été publiés dans ce pays. L'auteur de La fin de l'histoire, un autre auteur, un penseur américain, Samuel Huntington, a fait état du conflit des civilisations pour sa part. Ces deux livres ont fondé le retour de la philosophie de la guerre froide. En effet, le contenu de ces deux ouvrages était le suivant. Ô peuple du monde, suivez la voie des États-Unis, soumettez-vous à la volonté des États-Unis, ou alors nous vous agresserons. My way or the highway, comme on dit aux États-Unis d'Amérique. Cela a donc marqué le retour de la philosophie de la guerre froide. Le mensonge ne sert à rien, mesdames et messieurs. Le mensonge ne sert à rien. Il sert à celui qui profère le mensonge une fois et une seule. Lorsque le mensonge se répète, il ne fait que mettre en lumière que son auteur est un menteur. Mon collègue, le distingué représentant de la France, a annoncé que l'agression de son pays aux côtés des États-Unis et du Royaume-Uni s'est fait au nom de la communauté internationale. Et je m'interroge dès lors, de quelle communauté internationale parle-t-il? Est-ce qu'il parle d'une communauté internationale qui existe, une communauté internationale réelle? Est-ce que cette communauté internationale que vous représentez a adoubé cette agression tripartite sur mon pays? Les gouvernements de ces trois pays ont-ils reçu mandat de ce Conseil de sécurité pour agresser mon pays? Mes homologues français, américaines et britanniques ont prétendu qu'ils avaient bombardé des centres de production de matières chimiques en Syrie. Si les gouvernements de ces trois pays connaissaient les positions de ces centres de production qu'ils prétendent avoir bombardés, pourquoi n'ont-ils pas partagé ces informations avec l'OIAC? Pourquoi n'ont-ils pas partagé ces informations avec le groupe et la commission d'enquête présente à Damas avant d'agresser mon pays? Voilà une question. D'ailleurs, à l'occasion, je voudrais vous assurer tous de l'arrivée d'un groupe d'experts, d'investigateurs de l'OIAC. Ils sont arrivés à Damas à la mi-journée. Évidemment, l'équipe en question n'a pas pu passer de Beyrouth à Damas pour des raisons que nous ne connaissons pas, juste avant l'agression. Comme si l'on avait essayé d'entraver l'entrée de cette équipe d'investigateurs et d'enquêteurs à Damas, en attendant que l'agression se passe. Toujours est-il que la délégation est arrivée à Damas à la mi-journée et elle organisera une réunion dans 2 heures, à 7 heures, 19 heures, heure de Damas, avec les autorités syriennes. Mon gouvernement apportera tout son appui à cette délégation pour qu'elle puisse mener à bien sa mission. Le bâtiment du centre de recherche de Barza, qui a été visé par cette agression tripartite. Ce bâtiment
avait été visité à 2 reprises l'an dernier par des experts de l'OIAC. Ce bâtiment a été inspecté. Cette inspection a été sanctionnée par un document officiel stipulant que la Syrie a respecté ses engagements vis-à-vis de l'OIAC et qu'il n'y avait aucune activité chimique de tenue dans ce bâtiment. Bon, alors, si les experts de l'OIAC nous ont remis un document officiel l'année dernière faisant état de la non-utilisation de ce centre, le centre de Barza, pour quelque activité chimique en contravention avec nos obligations dans le cadre de l'OIAC. Comment concilier cela avec ce que nous avons entendu ce matin, de toutes ces accusations que cette agression a pris pour cible un centre de production de produits chimiques? La collègue américaine a dit « fini le temps des discussions ». Le temps des discussions se terminait hier. Mais alors que faisons-nous en tant que diplomates dans ce Conseil de sécurité? Notre mission est de parler. Notre mission est d'expliciter ce qui se passe, de mettre en lumière toutes les questions. Non, nous ne pouvons pas venir au Conseil de sécurité pour justifier une agression contre tel ou tel État. Comment pouvons-nous parler de la fin des discussions? Non, au Conseil de sécurité, les discussions se poursuivent entre diplomates. Si le but des discussions était de mettre un terme aux agressions, si l'objectif était de mettre en œuvre les dispositions de la Charte des Nations Unies, du droit international. Les collègues britanniques et français ont parlé d'un plan d'action et ont invité le secrétaire général à le mettre en œuvre avant que le Conseil et le gouvernement syrien ne s'accordent sur ce plan d'action. Ce plan d'action est extraordinaire. Il est très étrange. Et permettez-moi de vous présenter un contre-plan d'action. Nous présumons que c'est là le plan d'action qui aurait dû être présenté aujourd'hui. D'abord, lire les dispositions de la Charte des Nations Unies, définir et réaliser les responsabilités de ces 3 États dans le maintien de la paix et de la sécurité, et non pas de menacer la paix et la sécurité et de les saper. J'ai apporté 3 exemplaires de la charte, 2 en anglais, 1 en français. Peut-être conviendrait-il que ces 3 États relisent ce que contient la charte. Deuxièmement, il est nécessaire que ces États cessent immédiatement d'apporter leur soutien aux groupes terroristes armés qui agissent dans mon pays, immédiatement. Troisièmement, mettre un terme aux mensonges et à la fabrication de faits pour justifier cette agression continue contre mon pays. Quatrièmement, ces 3 États doivent réaliser qu'après 7 ans d'une guerre terroriste imposée à mon pays, une guerre menée par ces 3 pays et leurs agents dans la région, leurs barges, leurs missiles, leurs avions n'atteindront pas notre volonté, ni notre volonté de mettre un terme et de détruire votre terrorisme. Cela n'empêchera pas le peuple syrien de réaliser son avenir politique par lui-même, sans aucune intervention. Et je répète cela pour la 1000e fois. Nous ne permettrons à aucun intervenant étranger de dessiner notre avenir. Je vous avais promis hier que nous ne resterions pas les bras ballants face à quelque agression que ce soit, et nous avons tenu promesse. Et je m'en vais vous expliquer comment nous avons tenu promesse. Et permettez-moi, à présent, de m'adresser aux États qui sont attachés au droit international pour leur dire que la République arabe syrienne, ses amis, ses alliés, et ils sont nombreux, sont
tout à fait à même de faire face à l'agression brutale qui a visé mon pays. Ce que nous vous demandons ce matin, à vous, diplomates, ambassadeurs, ceux qui sont attachés à la légitimité internationale, à la charte, et d'appeler les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la France à lire les dispositions de la Charte des Nations Unies, notamment ce qui a trait au respect de la souveraineté des États et de ne pas recourir à la force dans les relations internationales. Peut-être les gouvernements de ces trois pays réaliseront, ne serait-ce qu'une fois, que leur rôle au sein de ce Conseil est de maintenir la paix et la sécurité nationale, non pas de les saper. Tout comme je viens de vous le dire, j'ai 3 exemplaires de la charte. Je demande au secrétariat de les distribuer aux 3 délégations, qu'elles puissent se cultiver dans leur ignorance et leur tyrannie. Monsieur le Président, en violation flagrante des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la France ont, à 3h55 du matin, ce samedi 14 avril 2018, donc 3h55 du matin, heure de Damas, ont mené une agression traîtresse et flagrante contre la République arabe syrienne qui a donné lieu à 110 missiles en direction du territoire de la République arabe syrienne, à Damas et dans d'autres villes et régions du pays. 110 missiles. En réponse à cette agression épouvantable, la République arabe syrienne a mis en œuvre son droit légitime en vertu de l'article 51 de la Charte. C'est donc défendu pour repousser cette agression abjecte. Les systèmes de défense aérienne syriens ont pu détourner de nombreux missiles, même si certains sont parvenus à toucher le centre de recherche à Damas, non pas à l'extérieur de Damas, à Damas. Il s'agit là d'un centre qui comprend des laboratoires et des salles de classe. Les dégâts sont matériels, Dieu merci. Certains de ces missiles modernes, charmants, intelligents, ont été déviés. Ceux qui visaient une installation militaire près de Homs, menant à trois civils ont été blessés à la suite. Ces 3 États ont préparé le terrain à cette agression en faisant des déclarations où elles sous-entendaient que leur seule excuse pour empêcher l'avancée de l'armée syrienne contre les groupes armés est ces allégations d'utilisation de l'arme chimique. Et effectivement, les instructions de ces agresseurs sont parvenues aux groupes terroristes armés. Ces groupes, dans une course contre le temps, sont parvenus à présenter cette mascarade d'utilisation d'armes chimiques à Douma, a fait venir des parjures et a montré les lieux de cette attaque prétendue. Cela a été utilisé comme prétexte pour utiliser cette agression scandaleuse qui ne peut s'expliquer que par le fait que l'agresseur d'origine, à savoir la France, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, ont décidé de s'ingérer de manière directe pour venger la défaite de ces agents dans la Ghouta. D'ailleurs, ceux qui ont fabriqué la mascarade de l'attaque chimique à Ghouta ont été arrêtés et ils ont admis à la télévision qu'il s'agissait là d'une fabrication. Nous avons la vidéo si la présidence s'intéresse à la regarder. Mesdames et messieurs, j'attire votre attention qui est attachée à la charte et au droit international que cette agression constitue un nouveau message de ces 3 agresseurs aux groupes terroristes pour que ces groupes puissent continuer à utiliser l'arme chimique à l'avenir, pour qu'elles puissent continuer leurs crimes terroristes, non pas en Syrie, mais dans d'autres pays. Cela ne fait pas de doute. Dans 246 missives, nous avons attiré, dans 146 missives, nous avons attiré votre attention sur l'utilisation des groupes terroristes de ces armes chimiques. 146 missives. Et aujourd'hui, certains réinventent la roue soudainement et décident ou tentent de déterminer le sexe des anges. Vous savez tous, mesdames et messieurs,
que cette agression est intervenue à l'heure où l'équipe d'enquête de l'OIAC devait arriver en Syrie sur demande du gouvernement syrien pour examiner ces allégations d'attaque chimique à Douma. Donc, tout naturellement, le message principal que vous envoient ces agresseurs, à vous, ce Conseil, et au monde, est qu'ils ne font que très peu de cas de votre mandat dans ce Conseil et qu'ils ne veulent pas d'enquête transparente et professionnelle. Non, ils cherchent à saper le travail de la mission d'enquête. Ils essayent de faire pression sur cette mission pour cacher leurs mensonges et leur fabrication, tout comme cela s'est passé il y a 6 ans, en 2013, avec le docteur Sellström, qui, en direction de Khan al-Assal venant de Damas, je vous l'avais expliqué lors d'une précédente intervention. Cette agression, l'agression de ce matin, n'est pas une agression qui a visé la Syrie seulement. C'est une agression, tout comme l'a dit mon très cher ami, le représentant de la Bolivie, une agression contre le droit international, contre la Charte, contre le Conseil de sécurité, une agression contre les 193 membres de cette organisation. La poursuite de Washington, de Londres et de Paris à faire échouer les efforts des groupes de travail des Nations Unies et des commissions d'enquête est assez systématique, même si ces 3 parties se gargarisent de leur appui au travail de ces groupes, alors qu'en même temps, ils pratiquent la pression et le chantage derrière les portes closes de cette organisation pour que ces groupes et ces commissions sortent de leurs mandats, des mandats pour lesquels ils ont été créés. Nous nous souvenons de tout ce qui est arrivé aux commissions d'inspection en Irak, en Libye, en Afrique. Aucune commission d'enquête ou d'inspection ne peut réussir s'il y a chantage. C'est impossible. Aux 3 agresseurs, je dis, vous êtes des menteurs, vous êtes des affabulateurs, vous êtes des hypocrites. Vous cherchez à faire échouer quelque action de cette organisation qui ne sert pas vos intérêts. Depuis la création de cette organisation, vous avez tenté de saper les efforts des groupes d'enquête, vous avez tenté de les instrumentaliser. Il me suffit de citer l'Afrique, la Syrie, la Libye, la Yougoslavie. Tout cela démontre que vous ne faites pas ce que vous présentez. Vous avez épuisé les ordres du jour de ce Conseil en essayant de le détourner et de l'instrumentaliser pour continuer vos politiques d'ingérence, vos politiques colonialistes. Hier, dans la presse des États-Unis et de l'Occident, le thème principal était le mensonge et la traîtrise dans le cadre d'une campagne qui appelait par avance au succès des mensonges. Tandis que les 3 gouvernements agressaient mon pays, tandis que les systèmes de défense aérienne de mon pays faisaient face à cette agression avec beaucoup de courage et de valeur, 100 missiles ont ainsi été détruits et ne sont pas parvenus à leur objectif. Au même moment, le ministre de la Défense américain et le chef d'état-major se tenaient devant la presse américaine et internationale dans une scène surréaliste, délirante. Ils étaient debout, incapables de répondre à des questions objectives. Personnellement, et ainsi que des millions de téléspectateurs, aient eu pitié de ces 2 hommes, alors qu'ils étaient debout comme des cancres à répéter des phrases sans aucun sens, incapables de répondre à la question légitime d'un journaliste s'agissant de viser des centres de production d'armes chimiques et le danger que cela représente sur les civils. Si ces matières chimiques venaient à se propager, aucune réponse. De la même, ils ont été incapables de répondre à une journaliste qui a dit au ministre de la Défense, et je cite, « Vous avez dit d'ici même que vous n'aviez aucune preuve faisant état que le gouvernement syrien était responsable de l'attaque à Ghouta. Que vous est-il arrivé depuis quelques heures? Comment avez-vous changé d'avis ?»
sa réponse est qu'il a obtenu une confirmation des services de renseignement. La République arabe syrienne condamne très fermement cette agression tripartite qui démontre une fois de plus, de manière indiscutable, combien ces pays font peu de cas du droit international, même s'ils le répètent sans cesse. Ces pays ont démontré leur conviction pour la loi de la jungle et la loi du plus fort au moment où ils sont membres permanents de ce Conseil, un Conseil qui est chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale et d'empêcher les agressions en vertu du droit international. La République arabe syrienne exprime son dégoût de la position scandaleuse des chefs du Qatar qui ont appuyé cette agression après qu'ils ont permis que les avions puissent partir de la base de l'Aïdid au Qatar. Il n'est pas étonnant que les petits garçons de l'Émirat du Qatar prennent cette position. Eux qui ont appuyé de manière diverse les bandes terroristes telles que les Frères musulmans et d'autres pour déstabiliser les pays arabes, en tête desquels la Syrie. La République arabe syrienne demande à la communauté internationale, s'il existe cette communauté internationale, nous venons d'entendre une nouvelle définition de la communauté internationale. Donc nous exigeons de la communauté internationale et du Conseil qu'ils condamnent cette agression qui augmentera les tensions dans la région, qui constitue une menace à la paix et à la sécurité dans le monde entier. Mesdames, Messieurs qui êtes attachés au droit international, je vous invite à imaginer avec moi cette réunion où le Conseil de la sécurité nationale américain a décidé de cette agression. Je ne peux m'empêcher de m'imaginer qu'il se disait « Nous n'avons pas de base légale pour attaquer la Syrie. Nous n'avons pas de preuves de l'existence de cette attaque chimique à Douma. Mais oublions tout cela, mettons tout cela de côté. En effet, nous n'avons jamais eu besoin, dans quelques actions militaires que nous avons menées, du droit international. Puis ils continuent à discuter entre eux. Enfin, j'imagine ce qui s'est passé entre eux hier. Cette action militaire est nécessaire pour nous et pour nos alliés, pour que l'opinion publique de notre pays puisse tourner le regard des scandales de nos élites politiques et pour que les Émirats du Golfe puissent payer la facture de cette agression. Tout cela pour défendre et préserver ce terrorisme que nous avons appuyé pendant des années en Syrie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le représentant de la République arabe syrienne a demandé la parole pour prononcer une nouvelle déclaration. Je lui donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi d'avoir demandé une fois de plus la parole. Monsieur le Président. Ce que nous venons de voir de nos propres yeux aujourd'hui est affligeant. Au sein de ce Conseil, certains préfèrent ignorer une chose très importante dont nous avons parlé, l'éléphant qui est dans la salle, à savoir l'occupation militaire directe d'un tiers du territoire de mon pays. Il s'agit là d'une occupation militaire de la part des États-Unis sur un tiers de mon territoire, de notre territoire. Néanmoins, on a préféré au sein du Conseil parler de petits détails et ces délégations considèrent qu'ils sont essentiels. La scène, le paysage politique est extrêmement dangereux à l'heure actuelle. Nous sommes un État dont la souveraineté a été violée par un membre permanent du Conseil de sécurité. Voilà la vérité, voilà ce qui se déroule véritablement. Et ce n'est pas ce que montrent les casques blancs
qui sont une organisation terroriste mise en place par les services de renseignement du Royaume-Uni. Nous devons nous concentrer sur ce qui se passe véritablement sur le terrain. Certains avancent qu'ils combattent le IL en Syrie et en Irak. Dans la réalité, ils ont apporté une couverture aérienne, une protection aérienne à l'EIL. Tout ce qui permet de faire avancer l'EIL, les États-Unis, les Britanniques, les Français, eh bien, tout ce qui pourrait nous permettre de lutter contre eux est bombardé par ces trois pays. Ils bombardent nos sites pour que nous ne puissions pas vaincre l'EIL. Néanmoins, ils ont échoué. Nous avons été en mesure de faire essuyer des défaites à l'EIL aux côtés de nos frères irakiens en 3 ans, non pas en 15 ans, comme l'ancien président Barack Obama l'avait prévu. Nous comprenons bien que les capitales de ces trois pays, des trois pays qui ont lancé l'agression, ressentent une certaine frustration. Certains des collègues qui ont voté contre le projet de résolution présenté par la Fédération de Russie ont avancé qu'ils soutenaient le règlement politique de la situation. Eh bien, aujourd'hui, après avoir observé leur vote honteux contre ce projet de résolution, nous le disons, ceux qui ont voté contre ce projet de résolution ne sont plus des partenaires du gouvernement syrien dans quelque cadre de règlement politique que ce soit. La représentante du Royaume-Uni a parlé des îles Malouines. Cette remarque montre bien quelles sont les politiques impérialistes du Royaume-Uni. Madame l'ambassadrice, je suis rapporteur au C24 qui porte sur les questions de décolonisation et je travaille justement sur le programme des Nations Unies et du secrétaire général. Et le travail de mes collègues et de moi-même au C24 est de mettre fin à la colonisation. Et justement, les îles Malouines font partie de la liste des territoires qui ne jouissent pas d'une indépendance. Nous travaillons en suivant le programme des Nations Unies afin de mettre fin à l'occupation britannique des îles Malouines. Maintenant, pour ce qui est de mon collègue, l'ambassadeur du Koweït, je tiens à lui rappeler ceci. Il en est tout à fait conscient, son gouvernement le sait. Au moment où mon pays a participé à la libération du Koweït, nous n'avons pas justifié notre position de principe devant le peuple du Koweït. Nous nous étions appuyés sur notre propre proposition. Nous n'avons pas eu besoin d'agression tripartite ou de résolution. Nous ne nous sommes pas tournés vers les dispositions de la charte. Et nous n'avons pas renié nos obligations vis-à-vis de nos frères du Koweït. À cette époque-là, nous n'avons rejoint aucun groupe d'agresseurs du Koweït. Nous nous sommes acquittés de notre devoir national, devoir que nous avions vis-à-vis de notre frère, le Koweït. Il se rappellera également du fait que, à l'époque, mon pays aurait pu jouer un rôle tout autre et aurait pu avoir un impact négatif sur la paix et la sécurité, la stabilité du Koweït. Mais nous avons préféré ne pas le faire. Nous avons agi différemment. Nous nous sommes appuyés sur une position nationale de principe qui ne saurait faire l'objet de négociations ni de discussions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la République arabe syrienne pour sa déclaration. Pas d'autres orateurs inscrits sur la liste. La séance est levée. Un grand merci à Merita et à l'équipe et aux professeurs qui ont permis que je vous rencontre ici. Et je pense en effet que nous avons une très grande responsabilité d'échanger, d'analyser ensemble et de chercher à comprendre le monde dans lequel on vit et ce qu'on nous prépare, parce que ce qu'on nous prépare n'est pas joli et il est très important qu'on soit au courant, qu'on le comprenne, qu'on soit capable de l'expliquer et de communiquer là-dessus. Pour vous
montrer de quoi il s'agit, je vais commencer par partager un petit peu de ma drogue avec vous. Aïe, il se dit, zut, on n'aurait pas dû l'inviter. La drogue, vous savez bien la définition, c'est un produit qu'on avale, qui crée une accoutumance et qui produit des hallucinations. La voici donc. On va regarder dans un journal pris au hasard, il se fait que c'est celui qui me gâche mon petit déjeuner tous les matins depuis X années, donc voilà. Et on va regarder les pages internationales et on va voir ce qu'on nous dit et ce qu'on ne nous dit pas. Dans les pages internationales, vous avez Astrid, la princesse, monte au front contre la malaria. Et elle va au Cambodge, et on est dans l'humanitaire. L'élite de la Belgique qui aide les pauvres Cambodgiens à lutter contre la malaria. C'est évidemment une très belle idée. Le problème, c'est que si les Cambodgiens et les Asiatiques et les Africains n'arrivent pas à se débarrasser de la malaria, une maladie qu'on pourrait aujourd'hui facilement non seulement guérir, mais prévenir et éliminer, c'est à cause de l'élite de pays comme la Belgique, qui empêche des pays africains, par exemple, d'avoir des programmes de santé et de prévention qui permettent d'éliminer ces maladies, d'avoir une économie qui permette aux gens de se nourrir correctement, et quand on est bien nourri, on peut résister aux maladies, et d'avoir des programmes d'éducation qui permettent aussi aux gens de comprendre ce qu'il faut faire pour avoir une bonne hygiène de vie. Et si ça n'est pas possible en Afrique, c'est parce que quand les représentants de notre élite vont en Afrique, c'est pour dire diminuez vos budgets santé, diminuez vos budgets éducation, diminuez les salaires des gens, privatisez vos entreprises et remboursez votre dette, qui est une dette crapuleuse qui a été imposée à ces gens pour les obliger à nous acheter plein de trucs. Donc, s'il y a encore la malaria aujourd'hui en Afrique, ce qui ne devrait vraiment plus exister depuis longtemps, c'est à cause du 1% qui dirige la Belgique. Et la princesse Astrid n'a pas choisi la famille dans laquelle elle vit, mais si elle veut se rendre utile, c'est ça qu'elle devrait, à mon avis, expliquer, plutôt que de faire semblant d'aller aider les pauvres Africains ou Asiatiques. Bien entendu, si elle fait ça, je ne sais pas si elle sera encore interviewée dans le soir, mais c'est un choix. Un autre article au-dessus, mais on va être bref, c'est Italie, pas d'alternative à une grande coalition. Le soir, prône une coalition soi-disant droite et gauche ensemble pour faire passer l'austérité de l'Europe. Le soir, menait la campagne avant pour M. Monti, qui a perdu les élections, et qui a appliqué le beau programme du néolibéralisme qui fait que maintenant, les Italiens vivent de plus en plus mal, sauf 1 ou 2%, et qu'ils sont dans le complet désarroi. Mais ça, on ne va pas mettre dans l'article. Plus de 100 morts en Irak, mais ça fait toujours partie des brèves. Et on ne va pas dire qui les tue et qui est responsable du drame en Irak, excusez-moi. Et on ne va pas dire que depuis que les États-Unis, dont nous sommes les alliés officiels, s'occupent de ce pays, tout va de plus en plus mal. On était là allés pour les aider et les sauver, tout va de plus en plus mal, en ce sens que une personne sur 6 en Afrique est réfugiée, a quitté sa maison, sa ville, son pays. 3/4 des Irakiens ont assisté personnellement à une fusillade ou à un attentat. La torture officielle des États-Unis et les escadrons de la mort sévissent aux États-Unis. La moitié de la population vit dans des bidonvilles, la moitié. Après avoir détruit toute une série d'usines, d'écoles et d'hôpitaux, on se retrouve avec la situation que la moitié des enfants de 6 à 12 ans ne vont pas à l'école, alors qu'avant, le niveau de l'enseignement, c'était
quasiment comme en Europe. On ne va pas nous dire non plus que 3 millions de femmes irakiennes sont veuves, que seulement 8% d'entre elles touchent une pension, et que la solution qu'on propose aux autres, c'est soit la polygamie, soit la prostitution. Soi-disant les États-Unis qui allaient en Afghanistan, rappelez-vous, pour sauver les femmes afghanes. Donc, de ça, on ne parlera pas dans le soir. On va toujours présenter les États-Unis comme étant en train d'essayer d'aider les Irakiens ou de chercher la solution au problème, alors qu'ils ne sont pas la solution, ils sont le problème. Et ça ne peut pas être dans les médias. Et à la page suivante, on a notre beau ministre des Affaires étrangères qui reçoit le vice-président des États-Unis, Kerry. Et Véronique Yessel signe un article plein de blabla. Et bien sûr, nous faisons front commun contre le terrorisme. On va voir tout à l'heure quel rôle vraiment les États-Unis jouent avec le terrorisme. Et c'est en fait un copier-coller de la version des États-Unis sur la situation du monde. Après, vous avez une enquête du FBI dans le Caucase. On s'intéresse maintenant qu'il y a eu un attentat à Boston, et évidemment, c'est bien triste. On s'intéresse aux islamistes et aux terroristes que les États-Unis ont soutenus et financés en Afghanistan, en Tchétchénie et en Bosnie et au Kosovo. Mais là, c'était pour la bonne cause, c'était pour la liberté. Mais maintenant que certains de ces terroristes, un peu dans la confusion, se retournent contre les États-Unis, là, c'est vraiment des terroristes. Et là, Mme Kessel recopie la version de Washington et de la CIA. Il y en a encore un sur la Russie, c'est du même tonneau. Si on prend un journal qui s'appelle Libération, mais qui est tout sauf libéré, on a Damas accusé d'utiliser des armes chimiques. Ça, je ne pensais pas qu'on allait nous la refaire aussi vite et aussi facilement, mais on le ressort. Il n'y a jamais aucun pays dans le monde qui a utilisé plus les armes chimiques et biologiques que les États-Unis. Mais c'est chaque fois les méchants qui sont accusés d'utiliser des armes chimiques. Et puis encore dans Libération, la France frappée en plein Tripoli. C'est pas la France, c'est une certaine politique par des gens que la France a utilisés en Libye et en Syrie, et là c'était des gentils combattants de la liberté, et maintenant elle les combat au Mali, et là c'est des méchants terroristes. Et évidemment, c'est pas Libération ou Le Monde qui va nous expliquer ça. Le problème, c'est que dans cette version des médias, on nous présente le Nord, l'Occident, comme vous voulez, les États-Unis et l'Europe, comme étant la solution et les puissances qui vont aider les pauvres gens du Sud qui ne sont pas capables, on le sait, de se débrouiller par eux-mêmes. Et donc nous allons les aider, par exemple en leur faisant des prêts de la Banque mondiale et du FMI et des trucs comme ça, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, on se demande pourquoi, et ils ne s'en sortent pas, donc on va les aider avec des prêts. Je viens de lire ce mois-ci un bouquin étonnant, remarquable, qui s'appelle « Les confessions d'un assassin financier ». Certains le connaissent peut-être, et ceux qui ne le connaissent pas, j'en fais la pub, c'est vraiment à lire. Et si vous lisez ça, vous pouvez arrêter votre abonnement au soir à Libé et éventuellement à la télé. Et vous allez voir pourquoi. John Perkins il s'appelle lui-même « J'étais un assassin financier ». Et donc il a travaillé pour une firme qui officiellement vendait des programmes d'ingénierie et de construction un peu partout dans le monde, dans le tiers-monde. Et il se présentait donc comme un économiste et il allait dans les pays du tiers-monde, Afrique, Asie, Amérique latine. Et voilà comment on lui présente son boulot quand il commence. Premièrement, je devais justifier d'énormes prêts internationaux dont l'argent serait redirigé vers Maine, c'est la compagnie qui l'emploie, et d'autres compagnies américaines plus connues comme Bechtel, Halliburton, très active en Irak notamment, Stone Webster et Brown & Root, par le biais de grands projets de construction et d'ingénierie.
C'est-à-dire qu'il est chargé de persuader les dirigeants de pays pauvres d'Afrique et d'Amérique latine qui doivent absolument construire des énormes centrales électriques parce que leur pays va se développer et que ça leur rapportera et que donc avec ça ils pourront rembourser, qu'il faut aussi faire des routes, des aéroports, tout ce qui va avec, comme par hasard d'ailleurs tout ce qui aide à exporter les produits, les matières premières, les ressources de ce pays. Et donc il est chargé de leur vendre d'énormes travaux. Mais je dis énormes. Il donne beaucoup d'exemples sur une série de pays. Deuxièmement, dit-il, je devais mener à la banqueroute les États qui recevraient ces prêts. Je ne me suis pas trompé, je relis. Je devais mener à la banqueroute les États qui recevraient ces prêts. Je devais les mettre en faillite. Je devais les obliger à contracter une dette qu'ils ne pouvaient pas rembourser, de sorte qu'ils seraient à jamais redevables à leurs créanciers et constitueraient donc des cibles faciles quand nous aurions besoin d'obtenir leur faveur sous forme de bases militaires, de vote aux Nations Unies ou de l'accès au pétrole et à d'autres ressources naturelles. Et donc, il donne toute une série d'exemples à propos d'une série de pays qui, effectivement, ont été volontairement mis en faillite pour les rendre dépendants et pouvoir continuer à les piller et à les utiliser. Ça, c'est donc ce qu'il appelle être un assassin financier. Et il dit, j'étais un parmi quelques centaines, et maintenant il y en a des milliers. Mais là, il a commencé sa carrière dans les années 60-70. Et il dit, maintenant, il y en a des milliers, il y en a encore plus. Et il explique que l'aide n'était absolument pas une aide, mais un piège. Et sur la dette, il dit ceci: notre empire global des États-Unis dépend largement du fait que le dollar est la principale monnaie internationale et que ce sont les États-Unis qui en impriment. Ainsi, nous prêtons de l'argent à des pays comme l'Équateur, tout en sachant très bien qu'ils ne pourront jamais le rembourser. En fait, nous ne voulons pas qu'ils payent leurs dettes, puisque c'est ce non-paiement qui nous procure une influence sur eux. Et il dit, voilà donc ça, la soi-disant aide, la soi-disant dette, en fait, ça veut dire qu'on leur fait un prêt pour qu'ils puissent acheter plein de trucs à des sociétés des États-Unis, de sorte que les États-Unis impriment des dollars qui ne quittent pas les États-Unis, et on appelle ça une aide au Sud. Et après, vous avez des générations et des générations qui sont obligées de se serrer la ceinture pour rembourser ça. Et il dit en plus, on oblige ces États à diminuer comme je le disais au début, à diminuer leur budget de l'éducation, de la santé, à diminuer les salaires, à vendre leurs entreprises. Et donc, on les plonge absolument dans la catastrophe, dans la banqueroute, exprès. Et alors il dit, nous étions donc la première vague, les economic hitmen, les assassins financiers. Et il dit, parfois on ne réussissait pas. Parfois on échouait, parfois on tombait sur un dirigeant honnête ou qui voulait absolument défendre ses intérêts ou quelqu'un qui préférait travailler avec une autre grande puissance. Et alors, dit-il, les deuxièmes qu'on envoyait dans ces pays, c'était ce qu'il appelle les chacals, c'est-à-dire les assassins tout court. Et donc vous avez eu dans les années 60, 70, 80, une série de dirigeants en Amérique latine, par exemple, Panama, Équateur, tout ça, qui avaient un programme très indépendant pour leur pays, qui voulaient résister aux multinationales, qui avaient des projets, et qui sont inexplicablement morts dans des accidents d'avions, d'hélicoptères, ou ceci ou cela. Et il explique que tout le monde dans sa profession sait très bien qu'ils ont été assassinés. Et il disait parfois les chacals ne réussissaient pas, et alors la troisième vague, c'est l'armée. Et donc c'est très important de voir la vision globale de la politique des États-Unis dans cette affaire-là. 1, les assassins financiers, 2, les assassins tout court, 3, l'armée. Et de bien voir la stratégie globale. En m'introduisant, on a signalé que mon tout premier bouquin, ça a été Attention médias sur la première guerre contre l'Irak. Et je suis un peu tombé des nues, je n'avais pas travaillé sur la politique internationale et le Moyen-Orient, je faisais plutôt du journalisme sur les questions sociales en Belgique. Et donc je suis tombé des nues en découvrant à quel point on nous mentait dans cette guerre en Irak. Et maintenant, avec tout ce que j'ai lu depuis,
je vois que j'étais encore bien naïf il y a 20 ans quand j'ai décrit la guerre en Irak et que, d'ailleurs, Perkins m'a appris toute une série de choses absolument étonnantes sur la guerre contre l'Irak. Et il dit par exemple qu'en Irak, Saddam Hussein, on avait envoyé des assassins financiers et des assassins tout court en Irak pendant des années et des années, et que c'est parce qu'ils ont échoué qu'on a envoyé l'armée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit lui-même, il raconte, c'est assez au jour le jour, comme c'est un journal, il raconte, et alors un jour il dit que il lit la presse des États-Unis du matin, et la guerre en Irak vient de commencer, et il dit voilà, ces articles ne contenaient rien qui pût indiquer que ce qui arrivait à l'Irak en 2003 était la continuation d'une honteuse histoire. Qu'en fait, la guerre, ça c'est quelque chose que je dis souvent, la guerre est la continuation de la politique, d'accord, mais surtout de l'économie. La guerre, c'est la continuation de l'économie. Et je reviendrai tout à l'heure sur ce que Perkins, comment il juge les médias à la suite de son expérience. Mais on va maintenant aborder le thème central que je voulais traiter, la guerre humanitaire. Ça n'existe pas, mais rassurez-vous, je ne vais pas partir. On va en parler quand même. Il n'y a pas de guerre humanitaire, jamais. Toute guerre est économique ou stratégique. Et stratégique veut dire pour contrôler une région qui économiquement est intéressante. Donc fondamentalement, toute guerre est économique. Et ce qui est important aussi quand on parle de guerre, c'est de ne pas s'en tenir à la définition classique où les États-Unis, la France ou des pays comme ça interviennent, bombardent, éventuellement débarquent, etc. La guerre classique. Il est très important de voir que tout aussi fréquentes, plus peut-être, sont les guerres indirectes. C'est-à-dire que les États-Unis font la guerre, on appelle ça en anglais par proxys, par intermédiaire, et donc ils font la guerre par pion interposé, ils font se battre les gens entre eux. Ça, c'est moins visible, moins cher. En cas de problème, on peut dire c'est pas moi. Et en fait, quand on regarde l'ensemble des guerres que nous avons eues depuis 25 ans, on va dire, elles confirment qu'on est toujours dans une guerre économique, une guerre pour la recolonisation du monde, une guerre pour le contrôle des ressources, et finalement une guerre pour la domination mondiale. Alors avant de les parcourir rapidement, il y a une raison à tout ça. La raison, c'est l'économie, justement. Pourquoi ils font la guerre? On essaye de nous faire croire souvent que c'est parce que tel ou tel président des États-Unis a un caractère un peu ceci, un peu cow-boy, ou ceci ou cela. Et au moment de Bush, c'était vraiment ça la chanson. La guerre, c'est à cause de Bush. Puis arrive un suivant, plus calme, beaucoup plus habile dans ses discours, et il y a encore plus de guerre qu'avant. Donc, il faudrait nous dire. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le caractère d'un président. De toute façon, ce n'est pas les présidents qui décident, c'est les multinationales derrière. Et la guerre, c'est fondamentalement une réponse et une tentative de sortir de la crise économique dans laquelle notre système capitaliste se débat. Non pas depuis 73 et la crise pétrolière, comme on l'a dit, mais en fait depuis 65. Parce que quand j'étais jeune, on nous disait tout va bien, le capitalisme se développe, les ouvriers vont pouvoir acheter une voiture, une maison, un frigo, partir en vacances, tout va bien. Le capitalisme, c'est vraiment le meilleur système possible. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 65, et encore plus à partir de 70, le taux de profit moyen des entreprises a baissé. Elles ont eu de plus en plus de mal à trouver des débouchés. La concurrence est devenue plus forte. Et donc, il y a eu un ralentissement de l'économie. Vous pouvez voir les taux de profit, les taux d'emploi qui commencent à chuter. Et comment est-ce qu'on s'en sort? On s'en sort en allant dans le tiers-monde. Et les capitaux que les multinationales des États-Unis ou d'Europe n'arrivaient plus à investir de façon utile ici, ils les ont investis dans le tiers-monde. Et c'est là qu'a commencé le problème de la dette. C'est qu'ils les ont investis en allant persuader des gouvernements, des présidents du tiers-monde,
de leur acheter plein de trucs. Comme ça, on faisait encore tourner les usines. Et ils n'avaient pas de quoi acheter, tout le monde le savait, ça fait rien, on vous prête. Et au début, on vous prête à 4%, ça va, c'est remboursable. Puis tout d'un coup, les taux passent à 16 ou 17%. Et là, c'est la faillite. Donc Perkins explique que c'était une faillite voulue, une faillite programmée. Bien. Donc pendant un certain temps, on reporte la crise des pays du Nord sur les pays du Sud, mais je ne vais pas détailler pourquoi, au bout d'un certain temps, ça ne marche plus. Et donc, en fait, on se retrouve avec une crise économique qui dure là depuis 40 ans et dont le système s'en sort par la guerre. Et la guerre, ça sert à quoi, platement? Ça sert à contrôler des ressources, pétrole, gaz, eau, uranium, or, minerais, coltan, diamants, la biodiversité, les ressources alimentaires. Tout devient maintenant l'objet d'une bataille économique, politique, corruption et militaire. Et donc la guerre, essentiellement, c'est pour se constituer des sources de revenus énormes, parce que tout simplement, ces matières premières, on ne les paye pas. Une multinationale va dans le sud, se fait des bénéfices énormes sur des matières premières qu'elle ne paye pas, la population reste dans la pauvreté ou s'enfonce dans la pauvreté, et c'est aussi le but. Si vous êtes une multinationale qui va extraire les richesses des pays du Sud, est-ce que vous avez envie de payer des gros salaires? Non. Vos bénéfices seront d'autant plus élevés que les salaires seront bas. Donc c'est le but. Et on graisse la patte au dictateur pour que les salaires restent bas. Et donc, la guerre, ça sert à piller ces ressources et ça sert aussi à priver les concurrents des ressources. Parce que je vous ai parlé de la crise économique du système mondial. Et là, on est avec des grands blocs qui sont les États-Unis, l'Europe, le Japon. Ça, c'est les trois grandes économies, les trois grands blocs qu'on a. Et ils sont tous en train de se faire la guerre pour le contrôle de ces matières premières. Parce que contrôler l'accès au pétrole ou au gaz ou à l'eau, c'est une manière d'avoir un avantage décisif sur les autres, de pouvoir les faire chanter. Et d'ailleurs, dans le bouquin de Perkins, il raconte que le président du Panama, il a été carrément renversé et kidnappé parce qu'il voulait construire un deuxième canal de Panama avec les Japonais et que les États-Unis avaient décidé que ça devait se faire avec eux, pour une raison aussi simple. Donc, la guerre est leur manière de résoudre la crise économique qu'ils ont créée eux-mêmes, en ne payant pas les gens ou en les licenciant le plus possible. Mais ça, on est dans la contradiction fondamentale du système, parce que qu'est-ce que c'est être un bon capitaliste? C'est arriver à faire le travail en payant les gens le moins cher possible et en licenciant tout ce qu'il y a moyen de licencier et de faire le travail par ceux qui restent. Très bien. Mais quand vous avez fait ça, et la preuve de ce que je dis, c'est que quand une entreprise annonce... il faut lire beaucoup plus les pages roses, mais les pages roses financières. Elles sont très intéressantes. Là, vous avez la firme Siemens annonce un dégraissage de 10 000, 15 000 emplois dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Son action à la bourse, elle descend et hey, ça va mal? Non, elle monte. Vous licenciez des gens, vous êtes un bon capitaliste, l'action monte. Mais évidemment, tout le monde fait ça. Et quand tout le monde fait ça, à qui vous vendez? Puisqu'évidemment, vous avez privé de pouvoir d'achat les gens à qui, finalement, vous êtes censé vendre. Donc, ils sont en train de se créer eux-mêmes ce problème de cette crise, et ils ne peuvent pas faire autrement, et ils en sortent par la guerre, c'est-à-dire en volant. Ça, c'est vraiment le système dans lequel on vit. Je vais être bref, mais si on a des questions, je suis à votre disposition. Je disais que chaque guerre depuis 25 ans, elle obéit à cette définition que j'ai donnée et à la définition de John Perkins. Et un élément que j'ai oublié de dire, c'est les guerres économiques. Et attention, c'est toujours aussi une guerre à deux niveaux. Je m'explique. C'est à la fois une guerre contre le pays qu'on attaque, mais c'est aussi une guerre contre d'autres grandes puissances qui ont une meilleure position dans ce pays-là. Quand on a fait la guerre, quand les États-Unis ont fait la première guerre contre l'Irak, c'était aussi une guerre contre la France qui avait des contrats avec l'Irak et qui, elle, ne voulait pas du tout faire cette guerre. D'ailleurs, Chirac a recommencé après en s'opposant à la guerre de Bush. Et donc, c'est une manière de... Une guerre a toujours au moins deux dimensions. Et donc, quand les États-Unis font la guerre en Irak, c'est pour Exxon contre Total.
Ça doit être très clair. Et quand les États-Unis font la guerre, quand la France, pardon, fait la guerre au Mali, et que les États-Unis disent par la bouche de la représentante à l'ONU, Susan Rice, les États-Unis disent avec toute leur politesse, This war is a shit. Cette guerre, c'est une merde. En parlant de leurs alliés, la France. Et donc pourquoi? Parce que la France et les États-Unis sont en grande bataille pour savoir qui va contrôler les richesses de l'Afrique. Et historiquement, l'Afrique est contrôlée par le colonialisme français et britannique. Et les États-Unis sont bien d'accord avec les Français et les Britanniques qu'en tout cas l'Afrique ne peut pas appartenir aux Africains et que c'est pas à eux à décider ce qu'on fait des ressources et avoir des idées fantaisistes comme éliminer la pauvreté avec les ressources naturelles. Mais après, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ne sont pas du tout d'accord entre eux sur qui va profiter de ce gâteau. Et donc on fait la guerre là, et c'est pour ça que j'attire votre attention sur des guerres indirectes, on fait la guerre par proxy. Si Paris a le gouvernement en place, les États-Unis financent une guérilla sécessionniste, ou l'inverse. Et donc on provoque des guerres civiles dans toute une série de pays pour occuper la bonne position et rafler les contrats. J'avais mentionné Panama en 89. La guerre contre la Yougoslavie, c'est aussi une guerre stratégique. Pas que la Yougoslavie ait des très grandes richesses, mais elle donnait un très mauvais exemple en Europe, à savoir qu'elle avait gardé de son passé socialiste un système de sécurité sociale, un système de protection sociale, toute une organisation. Pour vous donner une idée, dans les usines, les directeurs étaient élus par les travailleurs. C'est évidemment impensable dans notre beau système capitaliste, et donc il fallait mettre ça au pas. Et stratégiquement, la Yougoslavie pouvait être un allié pour l'Union soviétique dans un premier temps, enfin non, la Russie à ce moment-là, et lui donner un accès à la Méditerranée. Et les États-Unis considèrent que la Méditerranée, c'est à eux, que personne ne doit venir s'en mêler, et donc il fallait prendre le contrôle de la Yougoslavie, et ça a réussi. La guerre contre l'Afghanistan n'est pas une guerre directement pour les ressources de l'Afghanistan, enfin que je sache, mais c'est une guerre pour sa position stratégique. Quand vous regardez la carte de l'Asie, vous voyez que l'Afghanistan, c'est vraiment au centre de la région qui a le plus grand potentiel de croissance économique dans le monde. Et Obama vient de dire, après sa réinvestiture, que dorénavant, les États-Unis allaient se concentrer sur l'Asie, que ça c'était le plus important, qu'on allait renforcer les troupes en Asie. Et l'Afghanistan est au centre d'un continent où vous avez trois grandes puissances dont les États-Unis ne veulent absolument pas qu'elles s'allient entre elles, à savoir la Russie, la Chine et l'Iran. S'il y a une alliance entre ces trois puissances, ça veut dire que les États-Unis sont à la porte de l'Afrique, de l'Asie, parce que ça va constituer un pôle indépendant, un très grand dynamisme économique. Il y a déjà toute une série d'États de taille moyenne qui se sont rassemblés dans ce qu'on appelle l'Organisation pour la coopération de Shanghai, Chine, Russie et toute une série de républiques. Il y a là comme observateur ou à la porte d'entrée l'Inde, le Pakistan, l'Iran, même le Japon serait intéressé par un tel marché commun. Et M. Kissinger, qui est un des plus importants dirigeants, ex-dirigeants de la politique étrangère des États-Unis, a dit en 2001, au moment où les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Afghanistan, il a dit que le grand danger, c'était que l'Asie fasse une sorte de marché commun, qu'ils s'entendent entre eux sur le plan économique et politique, et que les États-Unis soient tout simplement... ils ne sont pas en Asie, donc ils doivent la contrôler, mais ils n'y sont pas. Et donc il fallait absolument empêcher cette grande alliance Russie, Chine, Iran dont je viens de parler. La guerre contre la Libye, c'était clairement une guerre pour voler les 30 milliards de dollars de ressources annuelles du pétrole libyen et le gaz, dont les ressources sont très importantes, et ça a été volé. Les rebelles soi-disant combattants de la liberté ont directement promis à la France des contrats. On s'est empressé de mettre les Chinois à la porte et on a offert des cadeaux à ceux qui en fait avaient sponsorisé la guerre et les bombardements de l'OTAN. On a aussi voulu empêcher la Libye de Kadhafi
de fonctionner comme une sorte de banque mondiale alternative. Je m'explique. La Banque mondiale et le FMI, c'est vraiment l'instrument de chantage des États-Unis et de l'Europe pour empêcher les pays africains de s'émanciper, c'est-à-dire que s'ils veulent avoir des crédits pour s'en sortir des problèmes dans lesquels on les a plongés, ils sont soumis au chantage de la Banque mondiale et du FMI. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Kadhafi avec l'argent de son pétrole? Il a dit 2 ou 3 fois à des pays africains, ben moi je vais vous financer ça. Et hop, quelques centaines de millions de dollars pour tel ou tel projet. Évidemment, les États-Unis et l'Europe étaient absolument furieux. Et dans ce livre, j'ai cité des exemples de cette chose-là. Ils ont financé des rizières, ils ont financé des installations pour la transformation du café. Parce que, prenons le café, c'est un très bon exemple. Le café est évidemment produit en Afrique essentiellement, en Amérique latine. Mais en Afrique, vous avez des gros producteurs d'Afrique, de café. Qui fait le gros du profit sur le café qu'on vous vend dans les supermarchés? Ce n'est pas les pays africains en question. Jean Ziegler a montré ça dans ses bouquins. Il voit à peine 10% du prix que vous payez. Et donc tout ça, c'est les intermédiaires qui sont en fait 4 grosses boîtes qui contrôlent l'ensemble du café au niveau mondial, qui sont toutes des multinationales du Nord et qui gagnent tout. Et Kadhafi, un beau jour, il a dit, ben moi je vais vous faire un prêt, enfin pas un prêt, un don, pour que vous puissiez faire la torréfaction, l'emballage, le packaging, et comme ça vous allez gagner plus. Évidemment, les multinationales occidentales étaient furieuses. Et voilà le vrai crime de Kadhafi, qui n'était pas un ange, mais c'est pas le problème, parce que si on s'attaque à des dirigeants qui ne sont pas des anges, les États-Unis ont du travail, ils doivent renverser en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats, et tous les dictateurs qu'ils ont installés en Afrique et ailleurs, et qui sont encore en train maintenant d'installer en renversant des gouvernements élus et en les remplaçant par des dictateurs. Donc, vous voyez, ce n'est pas le problème dictature ou de démocratie, c'est le problème qui va voler les ressources naturelles. La guerre sur la Libye, c'était donc ça. La guerre contre la Syrie, c'est évidemment pour protéger Israël, qui est le flic du pétrole, le flic du Moyen-Orient, au service des États-Unis et de l'Europe, qui finance l'armée d'Israël pour attaquer les Palestiniens. Ça doit être dit clairement. Nous avons des ministres qui font semblant de verser des larmes de crocodile, qu'il faudrait quand même qu'Israël soit plus raisonnable et qu'on arrive à une solution et que le Dieu fasse des efforts et blablabla. Ce sont des larmes de crocodile, ce sont des hypocrites, comme il a été très bien montré dans le livre de David Cronin, que je vous recommande. L'Europe finance et arme Israël pour bombarder les Palestiniens et détruire des écoles, des hôpitaux, les envoyer en prison sans procès et leur rendre la vie impossible. Okay ? Donc ça doit être dit clairement. C'est pas ça qui va me faire inviter plus dans le soir et dans la RTBF et RTL, mais la vérité a ses droits. La Syrie, donc, il faut l'empêcher de contester Israël et surtout, je vous ai parlé d'Iran il y a 2 minutes, tout ce qui se passe là, au Moyen-Orient, depuis quelques années, c'est la préparation de l'attaque contre l'Iran. L'Iran, c'est un grand morceau. C'est une population qui a vécu une dictature militaire épouvantable avec le Shah d'Iran. Il faut rappeler que nous, les Occidentaux, qui adorons la démocratie et blablabla, qu'est-ce que nous avons fait quand il y avait un Premier ministre élu en Iran? Nous l'avons renversé avec un coup d'État, nous, les services secrets britanniques et de la CIA, avec l'appui, vous pouvez aller relire ce que Le Soir, Le Monde et compagnie écrivaient à l'époque, avec l'appui de tous les pays occidentaux, nous l'avons renversé et nous l'avons remplacé par le Shah d'Iran, un des dictateurs les plus sanglants de ces 50 dernières années, avec une police politique, la SAVAK, qui torturait, qui a fait 30 000 victimes. Et pendant ce temps-là, vous avez dans Paris Match et dans Le Soir Magazine et dans ce genre de trucs, j'ai l'âge de m'en souvenir, des jolis reportages où on voyait le Shah d'Iran avec sa belle jeune femme moderne et bien habillée et tout, et ça c'était vraiment les souverains progressistes. Et donc on faisait l'apologie de tortionnaires qui avaient du sang sur les mains dans Le Soir, dans Le Monde, à la RTBF et partout, ça doit être dit clairement aussi. Et donc, pourquoi je parle de l'Iran? Parce que
on ne peut pas, les Iraniens, du coup, avec tout ce qu'on leur a fait, ils savent très bien qui sont les États-Unis, ils n'en veulent pas. Donc il faut d'abord les isoler. Pour les isoler, il faut détruire la résistance palestinienne, il faut détruire la résistance du Hezbollah au Liban, il faut détruire la Syrie, et à ce moment-là, on pourra s'en prendre à l'Iran d'une manière ou d'une autre. C'est donc très très important, quand on voit dans les médias qu'on montre le doigt sur un problème avec les Palestiniens ils font ceci, ou les Bachar il fait ça, ou le Hezbollah il fait ça, c'est très important de ne pas suivre le doigt, mais de faire le zoom arrière et de regarder l'ensemble du tableau. Ils veulent quoi? Ils veulent attaquer qui? Et ça va se passer comment? On a la recette. C'est mis dans Perkins, c'est mis dans une série de bouquins. On a la recette. C'est pas mis dans Le Soir et compagnie, mais c'est justement pour ça qu'il faut tourner la page et lire ce qui vraiment nous informe et pas des hallucinations. Donc la Syrie, je dis pas que Bachar est un ange, c'est pas ça la question, mais la question c'est pourquoi on l'attaque et par qui on veut le remplacer. Si on veut le remplacer par ceux qu'on a mis au pouvoir en Libye, je ne suis pas sûr que le peuple syrien il va s'en porter mieux après. La guerre au Mali, c'est clairement parce que d'abord c'est une région globalement, c'est pas le Mali tout seul. Vous aviez des militaires de gauche au Mali qui en avaient marre du pillage, de la corruption et de se faire attaquer par des sécessionnistes sans pouvoir riposter. Et donc la France a décidé un embargo contre les armes pour empêcher l'armée malienne de se défendre contre la sécession. Et puis elle vient se présenter en Zorro super sauveur alors qu'elle a empêché les Maliens de se défendre. Et évidemment, c'est pas pour la beauté pas par amour des Maliens qu'on intervient. Vous n'avez qu'à demander aux Maliens qui vivent en France et qui se font expulser par charter comment la France les adore. Et la vraie raison, c'est évidemment une raison très simple, l'or, l'uranium du Niger voisin, les gisements, l'Algérie voisine avec le gaz et le pétrole, encore un pays emmerdant et qu'on veut essayer d'isoler. Et donc, il faut le dire, la guerre de la France au Mali, en Syrie, en Libye et tous ses alliés, que nous, Belgique, nous soutenons avec les taxes de vos parents, je signale, c'est une guerre coloniale. C'est une guerre pour recoloniser des ressources qui nous ont échappé et qu'on veut récupérer pour faire plus de fric pour le 1% qui a tout à dire en Belgique. Voilà. Ce qui est très important, c'est que toute cette guerre, j'ai donné quelques exemples en Afrique, je pourrais encore en parler d'autres. L'Érythrée, c'est un des prochains pays qui va être attaqué. Et aussi, parce que je suis une politique trop indépendante. Le Moyen-Orient, j'en ai pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais l'ensemble des guerres qui sont faites contre les peuples arabes, en fait, il y a une finalité globale à ça. Et l'ennemi principal des États-Unis, dont nous sommes officiellement les alliés, l'ennemi principal, c'est la Chine. La Chine est une menace parce que, qu'elle reste socialiste ou qu'elle devienne capitaliste, ce n'est pas le problème, c'est un rival, enfin c'est un problème pour les Chinois, une discussion importante, mais pour les États-Unis, ils s'en fichent. Si c'est un rival, il faut absolument l'écraser, l'affaiblir. Et donc, comme évidemment la Chine, c'est un gros morceau, ça on ne peut pas l'attaquer directement, on va l'isoler. On va la priver de ses soutiens et de ses relais. Et la Chine, c'est un pays avec un très grand développement économique, un très grand besoin de matières premières et agricoles qu'il n'y a pas sur son sol. Et donc, il faut l'empêcher de s'approvisionner. Il faut l'empêcher de s'approvisionner en Afrique, au Moyen-Orient et dans l'ensemble du tiers-monde. Et donc, il faut arriver à l'isoler. Et ça, Mohamed Hassan l'explique très très bien dans la stratégie du chaos. On a fait notamment une carte qui montre que tous les pays africains, et notamment sur la côte est, sur l'océan Indien, donc, qui est la grande route maritime qui mène de l'Afrique vers la Chine, et même de l'Amérique latine, enfin pour vous c'est comme ça, de l'Amérique latine vers l'Afrique, ça, c'est les États-Unis veulent le contrôler. Donc vous vous demandez pourquoi ils mettent des bases militaires un peu partout, c'est parce qu'ils veulent bloquer cette route. Et vous vous demandez pourquoi des pays qui apparemment ne sont pas hyper importants sur la côte est de l'Afrique, etc., ont des problèmes, ben c'est parce qu'ils regardent trop vers la Chine et qu'ils ne peuvent pas. Et ça, c'est très très bien expliqué dans la stratégie du chaos par Mohamed Hassan, dans les entretiens qu'on a faits. Et pourquoi ce titre provoquant, la stratégie du chaos? Eh bien parce que tout ce que je suis en train de vous dire, ça peut peut-être vous sembler désespérant. Mon Dieu, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Les méchants sont trop forts, on n'a aucune chance. Mais en réalité, non. Les États-Unis sont un empire en déclin. Économiquement, c'est une économie qui ne vaut plus rien du tout.
Elle tient parce que la réserve mondiale, financière internationale, c'est le dollar, mais elle tient par un truc de supercherie, que les États-Unis ont le droit d'imprimer des dollars et de les vendre à tout le monde et qu'il n'y a pas de contrôle sur ça. Mais en réalité, économiquement, ils sont très très faibles parce qu'ils ont tout délocalisé, ils ont perdu leur tissu industriel, donc ils sont uniquement dans le pillage des ressources des autres. Mais ça crée une économie spéculative, ça crée une économie parasitaire et artificielle, et c'est une économie en déclin. En plus, comme vous le savez, ils n'arrivent même plus à payer leurs guerres, ils les font payer par les autres, mais tout a des limites, plus personne ne veut payer les guerres des États-Unis, et ils ne sont même pas capables, en plus, de gagner directement. En Irak et en Afghanistan, Bush s'amène là en cow-boy, on va gagner, ils n'ont pas gagné. Et donc, ils passent au plan B. Et le plan B, c'est quoi? C'est la stratégie du chaos. Il y a un proverbe africain, à ce qu'on m'a dit, qui dit « Ce que tu ne peux contrôler, détruis-le ». Et c'est ça que les États-Unis font. Ils n'ont plus les moyens de contrôler tranquillement et pacifiquement des pays comme avant, au beau temps des colonies. Donc on les plonge dans le chaos, on les plonge dans le bordel, on fait en sorte que les gens se disputent entre eux, qu'il y ait des guerres civiles. Et dans le livre, nous analysons une série d'exemples. La Somalie, le Soudan. Le jour où il y a eu un gouvernement en Somalie, un pays dont tout le monde se dit on n'arrive pas à trouver un gouvernement, c'est vraiment épouvantable, c'est le chaos. Le jour où il y a eu un gouvernement en Somalie, qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Ils ont demandé à l'Éthiopie voisine, qui est Israël de la région, d'attaquer ce gouvernement avec des armes chimiques, entre parenthèses. Mais ça, on n'en a pas parlé parce que l'Éthiopie, c'est les bons. Et donc, comme c'est les amis des États-Unis, on ne va pas en parler. Donc, vous voyez, la stratégie du chaos, c'est foutre le bordel pour que si les États-Unis ne peuvent pas contrôler à fond et tranquillement ce pays, au moins personne d'autre ne peut l'utiliser comme partenaire. Et le pays, il est plongé dans le chaos. Il faut vous souvenir, non, c'est pas possible pour vous, mais moi je me souviens que quand la guerre a commencé contre l'Irak, il y a un peu plus de 20 ans, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, James Baker à l'époque, est allé rencontrer Saddam Hussein, soi-disant pour négocier, en fait pour essayer de le faire capituler, et Saddam Hussein ne voulait pas capituler, et James Baker lui a dit « Nous allons ramener votre pays à l'âge de la pierre. Okay ? » Ça, c'est la civilisation occidentale. Nous allons ramener votre pays à l'âge de la pierre. À cause de l'embargo, à cause des sanctions, à cause de la guerre, il y a eu 1 million de gens d'Irakiens qui ont péri à cause de l'embargo, dont 500 000 enfants. Et quand la ministre des Affaires étrangères de l'époque, Madeleine Albright, a été interviewée à la télé et qu'un présentateur un peu plus combatif et curieux que d'habitude lui a dit « Il y a 500 000 enfants qui sont morts à cause des sanctions contre l'Irak. Est-ce que ça valait la peine? Was it worth ?» Et Madeleine Albright a répondu « Oui, ça valait la peine de tuer 500 000 enfants irakiens. » Ça, c'est notre civilisation et notre démocratie. Donc, la stratégie du chaos, c'est ça. L'Irak était une puissance qui appelait les pays du Moyen-Orient à s'unir et à dire aux États-Unis « Go home » et à créer force régionale, un marché régional. Et avec le pétrole, ça pouvait évidemment changer beaucoup de choses dans le rapport de forces internationaux. Et donc, pour le punir, pour l'empêcher de faire ça, on l'a effectivement ramené à l'âge de la pierre. Je vais conclure en... Je vous avais dit que tout à l'heure, on allait voir quoi penser des médias par rapport à tout ceci. J'ai effectivement dans le livre « Attention médias » j'ai abordé la question du système du fonctionnement des médias et mais seulement comme je suis un complotiste, un conspirationniste et voilà, plein de fantasmes, je ne suis pas crédible. Donc, on va plutôt voir ce que John Perkins, qui est un homme très bien élevé, qui a travaillé donc pour la CIA et pour les meilleures firmes des États-Unis, on va voir ce qu'il explique des médias. Il conclut son livre, que vraiment je vous recommande. J'espère que ce chapitre vous aidera à voir l'actualité autrement, à lire entre les lignes de chaque article qui vous tombera entre les mains et à vous interroger sur les implications profondes de chaque reportage de télé ou de radio que vous verrez ou entendrez.
les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Et là, il parle des différentes stations télé des États-Unis. NBC appartient à General Electric, ABC à Disney, CBS à Viacom et CNN fait partie du gigantesque conglomérat AOL Time Warner. La plupart de nos journaux, magazines et maisons d'édition appartiennent à de grandes compagnies internationales qui les manipulent à leur gré. Nos médias font partie de ce qu'il appelle la corporatocratie, c'est-à-dire le pouvoir des grosses sociétés, des grosses multinationales. Donc voilà l'avis de Perkins. Et puis après, j'avais aussi cité dans les 7 péchés d'Hugo Chavez une analyse, mais est-ce que je vais la retrouver ? Non, c'est pas mon exemplaire que j'ai oublié de prendre. Et non. De mémoire, c'était pourtant une bonne référence, c'est Albert Einstein. Albert Einstein a écrit en 1949 un article très intéressant où il analyse la société capitaliste, son fonctionnement économique et politique, et où il dit qu'en fait, il n'y a pas de démocratie, que les entreprises décident tout et contrôlent le système politique, Albert Einstein, et où il dit aussi que les médias sont contrôlés par des grandes entreprises et que donc on ne peut pas y trouver la vérité. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous fournir la citation exacte qui est dans le bouquin. Ah oui, c'est une chose que... Ouais. Donc je pourrais vous fournir cette citation sans problème. Pourquoi je conclus sur cette analyse globale des médias ? J'insiste que j'ai parlé des médias, je n'ai pas parlé des journalistes. Il y a des journalistes qui ne sont pas contents avec la situation que j'ai décrite, qui se rendent compte de ça, qui font ce qu'ils peuvent. Mais globalement, le problème, c'est que ce n'est pas les journalistes qui décident, mais leurs patrons, les patrons des médias, et c'est là qu'est le problème. Et là, j'insiste et je termine par ce point, parce que là, on va parler de vous. C'est là que vous entrez en scène et que vous avez une responsabilité énorme. Si les médias ne parlent pas des choses importantes comme les assassins financiers, les assassins tout court et les raisons des guerres, si au lieu de ça, on nous raconte des histoires sur tel dictateur, sur les armes chimiques et blablabla, il y a une raison. C'est que les médias et les multinationales qui, grosso modo, contrôlent les médias ou les sources des médias n'ont évidemment pas intérêt à ce que les simples gens soient au courant de pourquoi on fait la guerre. Hein? Si on vient dire à vos parents, et bientôt à vous en tant que futurs contribuables, viens, donne-moi tes taxes, je vais aller bombarder des écoles et des hôpitaux avec, vous allez dire non. Et donc, il est interdit que vous sachiez pourquoi on fait la guerre et que vous sachiez aussi qu'est-ce qui se passe vraiment dans la guerre et qu'on vous montre les vraies victimes. C'est quand même ahurissant qu'on a eu des pages et des pages et des pages sur l'attentat de Boston, et c'est évidemment très malheureux. Mais ça se passe tous les jours, ça, en Irak et en Afghanistan. Et c'est des gens qui n'ont pas de visage, qui n'ont pas de nom, dont on ne va pas parler, on va dire c'est une fatalité, c'est les sauvages, c'est les talibans. Non, c'est les États-Unis, c'est le résultat des États-Unis, ça se passe tous les jours. Sans parler des morts de la faim. Je veux dire, quand Jean Ziegler écrit qu'on pourrait nourrir 12 milliards de gens, et que nous sommes 6,5 milliards et qu'il y a 1 milliard qui crève de faim, et qu'il y a un enfant qui meurt toutes les 5 secondes, et quand Jean Ziegler dit un enfant qui meurt de faim aujourd'hui est un enfant assassiné, pourquoi on n'en parle pas dans les médias en disant qui l'assassine, à savoir nos multinationales qui empêchent ces gens d'avoir à manger? Donc, ça ne va pas changer. Et pourquoi j'insiste sur ça?
c'est parce que votre responsabilité, c'est de faire l'info. Et que vous vous destiniez à devenir journaliste ou dans la communication ou pas, mon discours, il s'adresse à tout le monde. Il faut appliquer ce que je dis absolument partout. Si on veut un monde sans guerre, si on veut un monde où on élimine la faim, les grandes maladies, l'analphabétisme, et où il y a un avenir pour vos gosses, pour les gosses d'Afrique, d'Amérique latine, etc., il faut qu'on change le système. Et la première question, c'est qu'il faut qu'on change l'info, c'est-à-dire qu'on fasse l'info nous-mêmes. Et donc maintenant, avec Internet et avec les différents moyens de communication, il y a moyen, ça ne coûte plus des fortunes, et il est parfaitement possible d'informer les gens sur les médias mensonges et sur l'info qu'on leur cache. Et il est parfaitement possible de donner la parole aux gens de là-bas. Donc, c'est ça que je voudrais vous appeler à faire, soit directement si vous êtes dans les métiers de la com, soit indirectement par Internet, en parlant au travail, aux amis, etc., en combattant les médias mensonges. Et je pense que vraiment, si vous voulez qu'on vive dans un monde sans la guerre et la pauvreté, et un monde où vos enfants seront beaucoup plus heureux, c'est vraiment ça qu'il faut appliquer. Nous sommes tous des journalistes. Je vous remercie. Oui, au sujet de la rumeur sur la supposée prochaine dévaluation du franc CFA, c'est très intéressant de voir les Africains s'indigner et montrer leur inquiétude quant à cette fameuse rumeur. Mais quand on analyse les choses dans le fond, on se rend plutôt compte que on a réussi, ceux qui nous dominent, l'Empire occidental et évidemment nos gouvernements, ont réussi une fois encore à nous mettre hors sujet et à nous détourner des véritables questions qu'il fallait se poser. C'est-à-dire qu'au lieu de s'interroger sur comment sortir du franc CFA, comment s'en débarrasser, comment être indépendant, on se retrouve à débattre sur le bien fondé ou pas de la dévaluation. C'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Et justement, dans un prisme comme celui-là, c'est comme si vous aviez un fusil entre les mains. Et après y avoir tué quelqu'un, vous vous posez la question, est-ce que j'aurais dû peindre le fusil en bleu ou en rouge ? Quelle que soit l'apparence que vous donnez à votre fusil, c'est un instrument de mort et c'est sur le même mécanisme que le franc CFA fonctionne. On a l'impression que les Africains, lorsqu'on parle de monnaie forte, le mot fort sonne justement fort à leurs oreilles. Ça donne une sorte de connotation positive et ils se disent que forcément, quand vous avez une monnaie forte, c'est que vous allez vous développer. Dans un monde de sérieux, dans un monde de rationnel, un pays qui cherche à se développer n'a aucune raison d'avoir une monnaie forte. Et quand on voit les économies d'Afrique centrale, c'est-à-dire des pays qui ont basé leur richesse, leur entrée d'exportation sur des choses qu'ils ne consomment pas, les cultures de rente, le cacao, le café, le coton, les Africains ne consomment pas le café au déjeuner, ou alors qui ont poussé la bêtise jusqu'à fixer le socle de la vente des matières premières comme le seul mobile de rentrée de recettes, forcément on se retrouve avec des situations comme celle-ci qui est d'ailleurs la raison de la crise qu'on a actuellement. Parce que quand vous misez votre richesse sur la vente du pétrole et qu'on se retrouve face à une sorte de choc pétrolier où à l'international le prix de pétrole a chuté, évidemment c'est à la suite le FMI, etc. qui dicte la loi. Là n'est pas la question. La question n'est pas maintenant vu le cadre actuel, faut-il dévaluer ou pas. La question c'est est-ce que nous gérons d'abord la monnaie nous-mêmes. C'est quand vous gérez votre propre monnaie qu'en fonction de votre réalité économique et de ce que vous produisez que vous déterminez la valeur de cette monnaie-là. Mais quand quelqu'un d'autre la produit à votre place, quand quelqu'un d'autre la gère à votre place, vous n'avez pas encore le temps de se poser ce genre de questions. On ne met pas, quand on cuisine, on ne met pas les oignons avant l'huile. Ça se passe toujours dans l'autre sens. On ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça aurait dû fonctionner. Quand vous produisez, quand vous avez une monnaie forte, forcément vos produits sont plus chers sur le marché international par rapport aux autres pays qui fabriquent moins cher. C'est ce qui a conduit à la Chine qui a une monnaie inférieure à l'euro. Le yuan chinois est 7 fois inférieur à l'euro. Ça n'a pas empêché la Chine aujourd'hui de talonner les 3200 milliards de devises. Il n'y a pas de pays au monde qui a accumulé autant d'argent que la Chine, et justement, et paradoxalement, elle n'a pas la monnaie, elle n'a plus une monnaie à la hauteur de la monnaie de l'Union européenne et même du dollar. C'est-à-dire, voilà, c'est comme ça, c'est sur ce type de paradigme qu'on aurait dû se pencher. Comment un pays se développe? Il produit de lui-même et c'est tout. Il produit de lui-même et c'est ce qu'il produit qu'il vend sur le marché international et il décide lui-même de la valeur de sa monnaie. Si ça l'arrange, il peut décider de vendre à un prix assez bas lorsqu'il produit beaucoup et comme ça, il a plus de rentrée d'argent que tout le monde parce que le moins cher attire toujours. C'est pour ça qu'un pays comme le Vietnam est devenu le 3e pays exportateur de riz après l'Inde et la Thaïlande. Or, le Vietnam sort d'une période compliquée jusqu'en 1954 quand ils ont perdu, quand la France a en quelque sorte perdu la bataille de Dien Bien Phu.
et que les États-Unis viennent remplacer les Français, mettent le Vietnam dans une guerre forcée de 20 ans, de 55 à 75, le Vietnam s'en sort et le Vietnam décide, nous n'allons plus jamais mourir de faim, nous allons commencer à produire nous-mêmes l'aliment que nous consommons le plus, c'est-à-dire le riz, et c'est ce qui amène le pays aujourd'hui à avoir une production de 36 millions de tonnes chaque année, et ils exportent à peu près 6 millions avec l'Inde, de la Thaïlande, avec ces pays-là qui ont décidé d'avoir l'autosuffisance alimentaire. Ils ont pris une énorme région. La plus connue se trouve au niveau du fleuve Mekong, celle qu'on appelle le delta du Mekong, là où le fleuve se divise en plusieurs bras avant de se jeter dans la mer. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, près de 40% de la population, près de 50% même de la population au Vietnam est agricultrice. C'est comme ça qu'on fonde une économie. Dans un pays comme le Cameroun, qui est la porte d'entrée de l'Afrique centrale, nous n'avons pas l'autonomie alimentaire à 100%, c'est-à-dire sur le seul volet du riz, nous produisons seulement un tiers de ce que nous consommons. Et du coup, c'est le même Vietnam qui importe le riz sur le sol camerounais, qui maintenant, le Cameroun maintenant qui ravitaille l'Afrique centrale, etc. Quand on ne produit pas de soi-même, on ne peut pas se perdre dans des slogans comme Émergence 2035, programme Sénégal émergent. On a l'impression qu'ils se sont passés le mot, c'est-à-dire le mot magique. On ne bâtit pas l'économie sur un socle solide, mais on dit si ce sont des slogans qui développaient un pays, on serait de loin, l'Afrique serait de loin la première puissance mondiale. Mais on a beau voir ce qu'on appelle les indicateurs économiques d'un pays, on se rend compte que rien ne ressemble à ce que font les pays qui nous dominent aujourd'hui. Nous faisons absolument l'inverse. Et il y a un proverbe qui dit que lorsque vous avez un pauvre en face de vous, si vous voulez vous enrichir un jour, observez le comportement du pauvre et faites exactement le contraire de ce qu'il fait. Si les pays africains veulent donc se développer aujourd'hui, il faut qu'ils réorientent leur modèle de développement d'une autre façon. Prenez un pays dans le désert comme Israël, c'est-à-dire c'est un pays créé de toutes pièces à partir de rien en 1948, mais qui aujourd'hui est autosuffisant à 95%. Israël, 8 millions d'habitants, dépose autant de brevets que tous les pays arabes réunis, qui font pourtant dans l'ordre de 380 millions d'habitants. Pourquoi? Parce qu'Israël consacre près de 5% de son budget national à la recherche scientifique. C'est ce qui leur a appris à comment cultiver dans des zones désertiques, à comment faire fleurir des régions arides, etc. Aujourd'hui, ils présentent un PIB de près de 33 000 dollars par an, par parité de pouvoir d'achat, ce qui les place au même niveau que les pays européens. C'est comme ça qu'un pays qui veut émerger, c'est comme ça qu'un pays qui veut s'émanciper se développe. C'est-à-dire, on a un ratio en Israël de 120 brevets pour 10 000 habitants. C'est l'un des ratios les plus importants au monde. C'est impressionnant, parce qu'ils y consacrent le plus gros budget au monde. Est-ce que les pays africains font ça? Est-ce que nous nous comparons aux pays occidentaux, aux pays développés seulement quand c'est mauvais? C'est-à-dire, quand il y a un accident, on dit les pays occidentaux aussi ont le même type de tragédie. Mais quand il faut analyser sur ce qui développe un pays, on dit, nous ne sommes pas les Occidentaux, nous ne sommes pas les pays occidentaux. Le débat sur la dévaluation est un débat absurde parce qu'il épouse la même logique de mensonge que lorsqu'on dit le franc CFA est une monnaie stable. C'est-à-dire, vous avez une monnaie qui est accrochée à l'euro et qui ne varie pas en fonction de l'économie des pays où elle accourt. C'est-à-dire, on utilise le franc CFA en Afrique, mais comme il est arrimé à l'euro, 1 euro égale à 655, bref, on n'apprend rien à personne, on suppose que tout le monde le sait déjà. Et comme il est arrimé à l'euro, et que l'euro, lui, il varie par rapport au dollar, par rapport aux autres monnaies, ça entraîne que le franc CFA varie aussi. Le franc CFA ne guette donc pas ce qui se passe en Afrique pour varier, mais il varie parce que les Européens ont décidé, ou alors que l'économie européenne a entraîné une variation de la monnaie européenne. Ça nous entraîne dans une première absurdité, et on en a une autre. Quand on dit c'est une monnaie commune, facteur d'intégration sous-régionale, vous voyez bien que pendant qu'en Europe, vous partez de l'aéroport de Madrid, de l'aéroport de Paris, de l'aéroport de, je sais pas, d'un pays européen de la zone euro, vous arrivez de Paris à Berlin, de Berlin à Rome, vous voyez bien que comme c'est la monnaie commune, vous n'avez pas à faire face à des complications pour changer la monnaie. Les billets sont interchangeables parce que c'est la même monnaie. Ce serait absurde de mettre une barrière parce qu'on a traversé un pays. En Afrique, ce n'est pas la même chose qui se passe. Je pars de l'aéroport d'Abidjan pour Yaoundé. Il est impossible d'utiliser la même monnaie. On me dit, voilà, vous êtes en Afrique centrale maintenant, ce n'est plus la même chose qu'en Afrique de l'Ouest. Pourtant, la monnaie, elle s'appelle franc CFA. Pourtant, c'est a priori la même monnaie. Voilà, on se demande pourquoi ils ne sont donc pas interchangeables. Ce n'est donc pas une monnaie commune. Donc, si aujourd'hui il y a des Africains qui s'inquiètent, ils se demandent, bon, maintenant qu'on va dévaluer le franc CFA de l'Afrique centrale sans dévaluer le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, ça va nous amener où?
À la fin, ça ne change rien. Voilà la réponse, ça ne change rien du tout parce qu'il n'y a jamais eu de monnaie commune. Ça a toujours été deux monnaies différentes, trois monnaies même, avec la monnaie de la BCC, de la Banque centrale des Comores. Voilà donc les principaux enjeux qui nous concernent. Voilà les principales questions qu'il fallait se poser. Mais comme d'habitude, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Nous continuons à écouter ceux qui nous ont flattés depuis des décennies, ceux qui nous ont assujettis, mis en esclavage, ceux qui nous ont opprimés, qui nous dominent depuis la nuit des temps. Les Européens sont certainement les premiers à se demander mais comment ces Africains font-ils pour tomber toujours dans le même piège? Comment ils font pour ne pas tirer des leçons de ce qui leur est arrivé jusqu'à aujourd'hui? Nous les avons martyrisés à travers les siècles, à travers des décennies. Nous continuons avec la même méthode. Elle n'a absolument pas changé dans le fond. La forme a légèrement changé, mais c'est même devenu plus mesquin qu'avant. Ils doivent se demander mais comment ces gens font pour tomber toujours dans le même type de piège? Le débat sur la dévaluation du franc CFA est absurde. Parce qu'il nous détourne du véritable débat. Le débat est sur la sortie du franc CFA, les mécanismes de sortie, comment utiliser notre cerveau pour réfléchir aux mécanismes de sortie et non maintenant, voilà, on doit dévaluer, oui ou non. Que le franc CFA soit dévalué ou pas, c'est une chose négative pour l'Afrique. Les exemples parlent d'eux-mêmes, on pourra s'approfondir une autre fois ou alors plus longuement quand l'occasion se présentera pour revenir sur les discussions. Est-ce que si les pays sortent du franc CFA, ils vont se retrouver comme le Zimbabwe, etc. Parce qu'on a éduqué l'Africain à prendre seulement les exemples vers le bas. Il ne cite pas l'Algérie, le Maroc, le même Vietnam, le Laos, le Cambodge. Il ne cite pas des pays qui, même s'ils sont sortis du franc CFA, ont réussi à prospérer. Il ne regarde pas que la plupart des pays dans le monde, hormis les pays du franc CFA, gèrent plus ou moins leur monnaie de manière autonome. Et la plupart des pays dans le monde sont plus développés que les pays africains. Ce n'est donc pas un hasard. Je vais donc souhaiter une excellente semaine à ceux qui défendent le franc CFA. C'est clair qu'on aura toujours ce type d'individus dans la communauté africaine qui, parce qu'ils ont des intérêts à défendre, sont prêts à devenir l'idiot des rois, sans oublier que l'idiot des rois est le roi des idiots. Donc très bonne semaine à eux, mais une chose est sûre, on ne peut pas tromper un peuple tout le temps, parce que la sensibilisation, l'intelligence, la propagation de l'information, la masse critique que nous voulons atteindre, ça rappelle un peu une fameuse opération, 11 millions d'inscrits, la force du nombre plus la substance intellectuelle va finir par payer, parce que voilà, ils sont confortablement assis dans des fauteuils en se disant, bon, on a nos partenariats avec l'extérieur, notre coopération, bref, toutes ces absurdités-là à laquelle l'Africain est le seul à croire. Le monde est une jungle, où seul le plus féroce gagne. L'Africain doit comprendre qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de partenariat. C'est-à-dire, c'est un degré d'absurdité que nous sommes les seuls à atteindre. La géopolitique mondiale, le paradigme de la politique internationale ne fonctionne absolument pas comme ça. Chacun cherche à donner des coups bas à son voisin sans que celui-ci ne s'en rende compte. Qu'à cela ne tienne, félicitations à ceux qui défendent le franc CFA. Ils seront, comme on a l'habitude de dire, oubliés par les tablettes de l'histoire parce que lorsque le combat finit par porter ses fruits, on oublie, il faudra assumer que lorsque nous étions encore dans la minorité, on a plutôt choisi le camp du dominateur pour dominer nos propres frères, etc. Donc voilà, le débat sur la dévaluation, on ne doit plus du tout s'y intéresser, c'est le paradigme de ceux qui nous dominent, on doit se focaliser sur ce qui est important et se poser les véritables questions. C'est comme ça qu'on va se développer, sinon nos enfants vont revivre exactement ce que nous vivons aujourd'hui. C'est une boucle, l'histoire de l'Afrique, ça tourne en rond et ça arrange parfaitement ceux qui s'enrichissent sur nous, ceux qui sont au-dessus de nous, ceux qui règnent sur nous d'une poigne de fer. Voilà, c'était ma petite contribution parmi les milliers de contributions qu'il y a déjà eu sur les questions du franc CFA et par rapport surtout à ce volet de la dévaluation.